En 1593, le roi Henri IV de France fit une promesse devenue légendaire. Il disait qu'il ne voulait aucun paysan dans son royaume, si pauvre qu'il ne puisse même pas avoir un poulet dans sa marmite tous les dimanches. C'était une belle idée, une promesse politique d'abondance. Mais pendant que le roi prononçait des discours, les paysans mangeaient déjà. Ils n'avaient besoin ni de poulet ni de roi, car depuis 500 ans, leur peau était remplie par un autre Henri. Celui-ci n'était pas un monarque, c'était une mauvaise herbe. Ils l'appelaient Bon Roi Henri Chenopodium Bonus Henricus. Du XIIe siècle jusqu'à la Révolution industrielle, cette usine a été le moteur de la survie européenne. On la trouvait dans tous les jardins de cottage, de l'Angleterre à l'Allemagne. Ce n'est pas quelque chose que vous avez acheté. Ce n'était même pas quelque chose que l'on plantait chaque année. C'était une tradition pérenne. Vous l'avez plantée une fois pour toutes et elle vous a nourri pour le restant de votre vie. Bienvenue dans le coffre-fort perdu de la nature. Aujourd'hui, nous ouvrons le dossier sur les asperges paysannes et les raisons pour lesquelles l'agriculture moderne a dû les détruire. Non pas parce que cela a échoué, mais parce que cela a trop bien fonctionné. Pour comprendre pourquoi cette plante a disparu, il faut d'abord comprendre ce que nous avons perdu. Si vous étiez entré dans un jardin Tudor en 1550, le bon roi Henri en était l'élément central. En mars, elle a produit d'épaisses tiges au goût d'asperges sucrées. En mai, elle produisit des feuilles au goût d'épinards, et elle continua à en produire jusqu'aux premières gelées. Pendant des siècles, il a constitué la base des soupes de légumes médiévales, associées à des poireaux, des blettes et du pain dans un bouillon riche en vitamines qui a permis aux paysans de survivre aux hivers rigoureux. Les Romains le savaient. Pliny l'Ancien a écrit au sujet d'une plante que l'empereur Tibère exigeait en tribut des tribus germaniques. La plupart des historiens pensent qu'il parlait du bon roi Henri. L'empereur le désirait tellement. Et sur le plan nutritionnel, les épinards modernes font figure de carton. En 1989, une étude publiée dans Acticulture a mesuré la teneur nutritionnelle du bon roi Henri. Puis, en 2022, le site Backyard Lard a classé les légumes vivaces selon leur densité nutritionnelle. Le chou chinois Good King Henry a surpassé les épinards, le chou frisé et la bête à carde dans plusieurs catégories de micronutriments, plus riches en fer que les épinards. Teneur en calcium supérieure à celle du lait, taux de vitamine C exceptionnel. Il contient plus de vitamine B que la plupart des légumes à feuilles vertes. Une nutrition complète issue d'une plante ne nécessitant aucun travail annuel. Pas de labour, pas de replantation, pas de semences à acheter chaque printemps. Il apparaissait chaque année comme un ami fidèle. Alors, où est-il? Pourquoi dépenser des milliards pour modifier génétiquement des cultures résistantes au climat alors que le légume parfait, résistant à la sécheresse, existe déjà? La réponse n'est pas un complot. C'est un problème de géométrie. L'assassinat du bon roi Henri a commencé en 1701 avec un fermier anglais nommé Jethro Tull. Tull a inventé le semoir. C'était une machine géniale qui mécanisait les plantations. Mais elle avait une exigence spécifique, l'uniformité. La semoire privilégiait les cultures annuelles, celles qu'on plante chaque année en rang parfaitement droit. Blé, maïs, navet. Mais bon roi Henri, c'était chaotique. Elle poussait en touffe. Elle se propage par ses racines. Il n'est pas resté dans la file. Il était impossible de le planter en rang parfaitement aligné avec une perceuse. Vous ne pouviez pas mécaniser la récolte. Dans le langage de l'agriculture industrielle naissante, elle était inefficace. Avec l'avènement de la révolution industrielle, les agriculteurs ont cessé de se préoccuper de la nourriture et ont commencé à se préoccuper de l'efficacité. En 1837, John Deere inventa la charrue en acier. Pour la première fois, les agriculteurs pouvaient défricher des terres de prairies vierges et les transformer en terres agricoles. Mais les systèmes racinaires vivaces
comme celui que le bon roi Henri a développé au fil des décennies, étaient l'ennemi de la charrue. Ils maintenaient la terre ensemble. Ils ont résisté à la rupture. Les cultures annuelles, avec leurs racines superficielles et faibles, étaient faciles à cultiver. Vous avez labouré, vous avez semé, vous avez récolté, vous avez labouré à nouveau. Le système a sélectionné les plantes annuelles, non pas parce qu'elles étaient meilleures pour le sol, meilleures pour la nutrition ou meilleures pour les agriculteurs, mais parce qu'elles étaient meilleures pour les machines. En 1900, le tracteur remplaça le cheval. Chaque machine que nous avons construite a été conçue pour accomplir une seule tâche: nettoyer la terre et repartir à neuf chaque printemps. Les plantes vivaces, à l'instar du bon roi Henri, ont riposté. Leurs racines s'enfonçaient à 90 cm de profondeur. Elles retenaient la terre. Ils ont cassé les charrues. Aux yeux de la machine, le plus grand atout de cette plante, sa résilience, devint son défaut fatal. Elle a été qualifiée d'inefficace, non pas parce que cela ne nourrissait pas les gens, mais parce que cela ralentissait le tracteur. Mais les machines ne représentent que la moitié de l'histoire. Si le tracteur était l'arme, le modèle économique en était le mobile. Dans les années 1920, l'industrie moderne des semences commerciales a connu un essor fulgurant. Des entreprises comme Burpee, Ferry Morse et Northrop King ont pris conscience d'une vérité fondamentale du capitalisme. Les plantes vivaces sont un produit catastrophique. Réfléchissez-y. Si je vous vends un sachet de graines d'épinards, vous devrez revenir en acheter l'année prochaine, et l'année suivante, et encore l'année d'après. Il s'agit de revenus récurrents. Si je vous vends de bonnes semences de King Henry, je ne vous reverrai plus jamais. Vous la plantez une fois, et vos enfants en profitent encore 20 ans plus tard. C'est l'autosuffisance, et l'autosuffisance est l'ennemi du profit. Dès 1950, les catalogues de semences avaient discrètement cessé de proposer des légumes vivaces. Le film Good King Henry a disparu des offres commerciales, non pas parce qu'il ne fonctionnait plus, mais parce qu'il fonctionnait trop bien. Et puis vint le coup de grâce, la Révolution verte. En 1960, Norman Borlaug a introduit des variétés de blé naine à haut rendement. La promesse était simple: plus de calories par hectare. Le coût était dissimulé. Dépendance totale aux engrais synthétiques, à la mécanisation et au replantage annuel. La Révolution verte a sauvé 1 milliard de personnes de la famine. C'est vrai. Mais cela a aussi enfermé l'agriculture mondiale dans un système où les légumes vivaces n'avaient pas leur place. Cultures céréalières annuelles subventionnées par le gouvernement. Les universités ont concentré leur budget de recherche sur le maïs, le blé et le soja. Les services de vulgarisation agricole ont appris aux agriculteurs à penser en termes de saison de plantation et non en termes de parcelles pérennes. Nous avons misé toute notre fortune sur les plantes annuelles. Nous avons choisi le blé, le maïs et le soja. Nous avons accepté un système où 70% de nos terres cultivées nécessitent un labour violent chaque année, détruisant le sol, libérant du carbone et exigeant des engrais synthétiques simplement pour continuer à pousser. Nous avons troqué une plante qui se débrouille toute seule contre des plantes sous assistance respiratoire. Aujourd'hui, les cultures annuelles occupent 70% des terres cultivées mondiales. Les cultures pérennes occupent 13%. Réfléchissez-y. 94% de toutes les espèces végétales sur Terre sont vivaces, mais seulement 13% de nos terres agricoles les cultivent. Nous avons choisi l'exception et en avons fait la règle. Et qu'avons-nous perdu? Commencez par le sol. L'agriculture annuelle nécessite le labour. Chaque année, on laboure la terre, on plante des graines, puis on laisse le sol nu pendant des mois. Érosion éolienne, ruissellement des eaux, libération de carbone. Le Dust Bowl américain des années 1930 a été causé précisément par cela. Arracher les herbes vivaces des prairies et les remplacer par du blé annuel. Les plantes vivaces, comme le Good King Henry, ont des systèmes racinaires qui descendent
à 90 cm ou plus en profondeur. Elles maintiennent la terre en place toute l'année. Ils empêchent l'érosion. Ils séquestrent le carbone. Des recherches menées par l'Institut foncier montrent que les cultures pérennes réduisent l'érosion des sols jusqu'à 50% par rapport aux cultures annuelles. Et puis, il y a l'eau. Les cultures annuelles perdent jusqu'à 5 fois plus d'eau que les plantes vivaces, car leurs racines superficielles ne peuvent pas accéder à l'humidité en profondeur. Dans un monde confronté à la pénurie d'eau, nous avons bâti tout notre système alimentaire autour des plantes les plus gourmandes en eau possible. Et les produits chimiques? Les monocultures annuelles nécessitent des engrais synthétiques car le labour détruit la vie du sol. Ils ont besoin de pesticides car les champs nus sont vulnérables aux mauvaises herbes et aux parasites. Les plantes vivaces comme le bon roi Henri n'avaient besoin de rien de tout cela. Leurs racines profondes leur permettaient d'accéder à des nutriments inaccessibles aux autres plantes. Leur couverture permanente a permis de supprimer naturellement les mauvaises herbes. Nous subissons aujourd'hui les conséquences de cette décision. Érosion des sols, pénurie d'eau, effondrement des nutriments. L'expérience annuelle est un échec. Mais la nature joue sur le long terme. Pendant que les tracteurs conquéraient les champs, le bon roi Henri n'est en réalité pas mort. Il a battu en retraite. Elle a survécu en marge de la société, dans les jardins de grands-mères obstinés du Yorkshire, dans des zones sauvages, près d'anciens monastères, dans les montagnes suisses. Et maintenant, le coffre-fort s'ouvre à nouveau, car les règles changent. Nous prenons enfin conscience que l'efficacité n'est pas efficace si elle détruit les sols. En 2009, le Land Institute a lancé le Karnza, la première céréale vivace commercialement viable. Après 2 décennies de sélection, le blé vivace est enfin en train de devenir une réalité. Le changement climatique nous oblige à reconsidérer les plantes annuelles. La dégradation des sols s'accélère. L'eau se raréfie. Et soudain, les caractéristiques que nous avons éliminées de notre système alimentaire, enracinement profond, couverture permanente, autosuffisance, apparaissent moins comme de l'inefficacité et plus comme de la survie. En 2022, l'USDA a mis à jour son programme de gestion de la conservation afin d'y inclure pour la première fois les plantes vivaces. C'est un petit changement, mais il signale quelque chose de plus important. Reconnaissance du fait que le système de monoculture annuelle n'est pas viable à long terme. Et le bon roi Henri, elle n'a jamais vraiment disparu. Vous pouvez acheter des graines en ligne dès aujourd'hui. Vous pouvez les planter ce printemps. Et contrairement à tous les autres légumes que vous cultivez, vous n'aurez pas besoin de les replanter. Ils reviendront chaque année pendant les 20 prochaines années. Le tournage débutera en mars. Les feuilles suivront en avril, et vous goûterez alors quelque chose que la plupart des gens n'ont pas goûté depuis un siècle. Des aliments qui ne dépendent pas d'un système, aliments qui refusent de passer dans la machine, des aliments qui poussent à leur propre rythme, selon leurs propres règles, sans demander la permission. Lorsque ces manifestations auront lieu en mars prochain, puis la marche suivante, et encore la marche d'après, vous participerez à une rébellion silencieuse. Vous consommerez des aliments qui existent en dehors de la chronologie industrielle. Des aliments qui ne nécessitent pas de tracteurs. Des aliments qui ne nécessitent pas d'entreprises semencières. Des aliments qui ne nécessitent pas la permission d'un roi. La promesse du roi Henri IV d'avoir un poulet dans chaque marmite dépendait de la richesse, du commerce et d'une économie qui fonctionne. Lorsque les économies se sont effondrées, la promesse n'a pas été tenue. L'autre, le roi Henri, la plante qui a vécu dans les jardins pendant 500 ans, ne demandait rien. Ça a tout simplement grandi. L'un d'eux a fait une promesse qui exigeait la coopération du monde entier. L'autre a tenu une promesse que le monde avait oublié comment entendre. Et maintenant, peut-être commençons-nous à écouter à nouveau.